Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Untranouille, au sommaire de ce magazine. Interview avec la présidente du Conseil national, les clés du budget, un dossier sur la mobilité, retour en images sur cette journée de commémoration du 8 septembre dernier. Madame la Présidente, bonjour. Merci de m'accorder cet entretien. Alors, depuis notre dernière émission, l'un des points les plus importants de votre programme a trouvé un épilogue avec la suspension des négociations avec l'Union européenne. Alors, quel est votre point de vue sur ce sujet ? Mon point de vue est un grand soulagement. Vraiment, nous avons passé un été dans l'inquiétude, dans l'attente d'une décision prise, avec une population qui était inquiète, qui nous posait des questions, qui nous demandait alors... Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, merci à notre prince souverain d'avoir pris cette décision qui nous fait du bien pour toute la population de Monaco. Nous sommes soulagés enfin. Et puis à présent, nous rentrons dans le marathon budgétaire avec la première séance du budget rectificatif 2023. D'ailleurs, c'est ce jeudi à 17h. Comment se sont déroulés les échanges préparatoires en séance privée avec le gouvernement princier ? Écoutez, nous avons présenté au gouvernement, en commission plénière d'études, tous les points de notre programme politique. Nous avons été élus en février de cette année. C'est notre première année, c'est notre premier budget. Donc, nous avons une assemblée mitigée avec des nouveaux élus, des anciens élus. Nous avons présenté plusieurs points qui nous tiennent à cœur, justement au cours de cette première année, parce que si nous voulons les réaliser, il faut partir dès maintenant. Voilà, nous avons eu des réponses qui ne nous conviennent pas, je dois bien vous l'avouer. Donc, nous allons repartir en séance publique sur les mêmes points. Et à ce moment-là, il nous faudra, de la part du gouvernement, des réponses précises et surtout actives et très rapidement. Vous évoquez deux grands sujets importants, la mobilité et le logement. Alors, parlons du logement. Vous craignez que le plan national logement ne soit pas respecté. Le plan national logement a été validé par notre prince souverain en 2019. Aujourd'hui, 2 opérations ont été retirées de ce plan national du logement. Nous le regrettons, mais dont acte. Par contre, nous avons des opérations en cours que nous ne voyions pas aboutir, notamment l'Hélière-Nathalie, notamment le Larvoto supérieur, notamment le boulevard de Grande-Bretagne, la Pointe. Enfin, il y en a bien d'autres. Je dois vous avouer également qu'il y a le Bel Air. Bien sûr, les travaux de démolition ont commencé, mais bon, on nous annonce ça pour 2027. Donc aujourd'hui, les logements, ça ne nous convient pas. Nous avons dit qu'il nous fallait 100 logements neufs construits par an. Nous le demandons, nous le voulons. Oui, mais par contre, l'INSEE a publié une étude parlant plutôt de 40 logements. Selon vous, est-ce possible ? Écoutez, l'étude de l'INSEE, je dois leur rendre hommage. Ils sont venus nous en rendre compte ici, au Conseil national, avec le gouvernement. C'est bien, c'est une belle étude. Ils ont beaucoup travaillé et j'en suis vraiment ravie de les avoir rencontrés, de les avoir reçus. Maintenant, nous repartons avec cette étude comme ce que nous avons connu en 2012. Il nous avait été présenté à ce moment-là exactement la même étude, à peu près les mêmes chiffres en proportion de la population, bien évidemment. Donc l'étude, c'est en compte. Nous sommes en contact avec la population. La population nous fait remonter des besoins au niveau des logements. Ces besoins sont de 100 logements, construits 9 par an, point, dont acte. Donc le sujet du logement pourra influencer le vote. Absolument, le sujet du logement est un des points essentiels de ce budget rectificatif 2023. Alors, sur les clés de ce budget, justement, je vous propose d'écouter Franck Julien, président de la Commission des finances et de l'économie nationale. Cette commission elle a une particularité, c'est qu'elle va voter les textes de loi relatifs au budget. Et il y en a 2 par an. Le rectificatif qui rectifie le primitif de l'année en cours et le primitif qui, lui, va donner les éléments, la base pour le prochain budget. On est en début de mandature, donc c'est maintenant que les choses doivent être dites, doivent être exprimées. Parce que c'est maintenant qu'il faut mettre les bases pour pouvoir mettre en œuvre le programme de cette mandature. Et donc, on va confronter nos idées,
Il y a un certain nombre de points sur lesquels le consensus sera facile à trouver. Il y en a peut-être d'autres sur lesquels il va falloir davantage discuter. Les grandes thématiques, bien évidemment, il s'agit du logement. Bon, pour le Conseil national, c'est pas très nouveau. Il y a la thématique de la mobilité, sur laquelle on a fait une conférence de presse spécifique sur le sujet. Et puis après, il y a toutes les thématiques classiques. On a des plans de développement importants, notamment le plan triennal, sur lesquels l'État s'engage sur des dépenses de nature certaine. Elles ont des montants conséquents, on est de l'ordre de 5 milliards. On ne voit pas forcément en face comment les financer. Et ça, c'est un vrai problème, parce que, au fur et à mesure que le temps passe, les engagements deviennent de plus en plus conséquents. Alors certes, les recettes grandissent, mais on n'a pas cette certitude qu'on a suffisamment d'argent pour faire face. Donc, il y a une comparaison que j'aime prendre, c'est un foyer. Lorsqu'il veut acheter une maison, par exemple, il va avoir un montant qu'il va devoir rembourser tous les mois. Il va s'assurer qu'il est en mesure de le rembourser. Là, la démarche, elle est surprenante parce qu'on prend des engagements et, étant donné qu'on n'a pas de prévisionnel de recettes, au gré des circonstances, on peut être capable ou pas d'y faire face. Donc, nous, on considère que ce n'est pas la bonne méthode. Quand je dis nous, d'ailleurs, il n'y a pas seulement le Conseil national, la Commission supérieure des comptes a elle-même fait des remarques dans ce sens. Donc, c'est un point sur lequel il faudra travailler avec le gouvernement pour donner plus de lisibilité à la stratégie gouvernementale et s'assurer qu'on a les moyens de faire ce qui est nécessaire pour le pays. Donc ça, c'est un point de préoccupation. Depuis le début de la mandature, j'ai toujours affirmé que j'avais une inquiétude par rapport aux recettes de l'État. Donc ce sera évidemment un point de vigilance. Pour autant, et le point, me semble-t-il, est important, il ne s'agit pas de diminuer les ambitions du pays, il s'agit de trouver les moyens de se mettre en adéquation avec nos ambitions. Alors peut-être qu'il faudra faire des arbitrages. Le Conseil national est raisonnable. Ça, c'est des choses que l'on peut entendre. Pour autant, ce qui ne serait pas entendable, c'est qu'on ajuste à la baisse nos ambitions parce qu'on n'a pas suffisamment réfléchi à la manière dont il fallait assurer de nouvelles ressources de développement économique pour la principauté. Donc il y a un équilibre à trouver, mais cet équilibre n'est pas de dire on revoit tout à la baisse, on fait du cost-killing pour le plaisir de faire du cost-killing. Non, il faut être ambitieux. Le Conseil national est ambitieux pour Monaco. Maintenant, il ne faut pas être dispensieux, il ne faut pas dépenser l'argent inutilement. Donc, s'il y a besoin de faire des arbitrages, on sera prêt à prendre nos responsabilités. En revanche, il faut que ça se fasse dans l'intérêt du développement stratégique et économique du pays pour le bien des générations à venir. Donc oui, c'est un point de vigilance. Pour autant, il ne devra pas se faire de manière aveugle. En tous les cas, moi, en tant que président de la Commission des finances et de l'économie nationale, c'est clair que je reviendrai souvent sur ces aspects prévisionnels. En revanche, on ne peut pas rester, par ce manque de visibilité, dans l'inaction, dans l'immobilisme, surtout lorsqu'on veut traiter de sujets tels que la mobilité. On va très certainement avoir des commissions publiques, des séances publiques très intéressantes, dans lesquelles des sujets seront débattus. Certains, comme je le disais, sur lesquels le consensus sera facile, d'autres sur lesquels, très certainement, quelques discussions pourront être plus tendues. Après, encore une fois, on fait partie d'une liste d'union. Union ne signifie pas uniformité, et chaque élu se prononcera en fonction de s'il est confortable ou pas avec les réponses qui seront fournies par le ministre d'État et par son gouvernement.
Alors, vous l'avez entendu, hein, Madame la Présidente, Franck Julien n'a aucune certitude sur l'issue du vote du budget. Il a, comme vous, évoqué la question du logement. Il est revenu sur celle de la mobilité. Cela fait des décennies que l'on parle des problèmes de circulation à Monaco. Vous attendez quoi exactement du gouvernement ? Nous attendons enfin des projets concrets. Il faut agir maintenant. Cela fait plus de 20 ans, pour ce qui me concerne, que j'entends parler d'études, de projets qu'on est venu nous présenter, des dizaines de projets. Voilà, ça suffit. Au jour d'aujourd'hui, il faut entamer quelque chose. Il faut l'entamer non seulement pour notre avenir, pour soulager la circulation, pour soulager les travailleurs qui viennent tous les jours en Principauté de Monaco, les pendulaires exactement. Donc nous voulons aujourd'hui décider avec le gouvernement de quelque chose. Nous allons présenter cela au BR. Nous voulons des actes, nous voulons des décisions. Et c'est le deuxième point qui va engager notre vote le dernier soir du budget. D'ailleurs, dès le début de votre mandature, vous avez placé la question de la mobilité au centre de vos préoccupations, en dotant la commission qualité de vie de 2 vice-présidentes. Nous étions à la conférence de presse, d'ailleurs, durant laquelle vous avez demandé la mise en place d'un plan d'urgence. Je vous propose tout de suite de regarder un reportage qui parle de cela. La qualité de vie, la circulation. Alors, bien évidemment, je veux dire, c'est une qualité de vie de pouvoir aller à son travail en un temps minimum. Et je pense qu'il en va de l'attractivité de Monaco, pas tant pour les personnes qui viennent de l'extérieur, mais également pour ceux qui habitent intramuros, les résidents et les monégasques. Et il est clair que depuis quelques années, la situation s'est extrêmement dégradée. Alors ça fait bien plus de 10 ans que les élus tirent la sonnette d'alarme et plus de 10 ans qu'on aurait tort. Il n'y a pas de recette miracle. Alors bien sûr, nous savons que c'est difficile, mais pourquoi pas enfin réunir tous les ingrédients pour montrer que Monaco est plus agile, plus performant que d'autres mégalopoles qui étouffent. Il faut savoir qu'en 10 ans, il y a eu quand même une augmentation du nombre de salariés de plus de 17% et une augmentation des résidents de plus de 7%. Et pourtant, la mise en place de solutions de mobilité ne représente que quelques miettes de nos investissements pour le gouvernement, c'est-à-dire aujourd'hui, cette année, pour le budget 2023, que 4% du budget. Le sujet de la gestion de la mobilité est complètement mis de côté par le gouvernement. Il est traité comme un sous-sujet où il n'est pas mis en adéquation avec le reste de l'aménagement du territoire. Nous devons avoir une réflexion globale, car nos déplacements sont insinués par l'aménagement qui est fait autour. C'est-à-dire nous allons d'un point A à un point B motivés par quelque chose. Donc il faut bien analyser tout ça, nos infrastructures et nos déplacements. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une réelle politique de mobilité en Principauté et surtout une vraie stratégie des déplacements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir tout le temps, partout. On ne peut pas privilégier la voiture, privilégier les piétons, privilégier les vélos, privilégier les trottinettes. Et tout ce beau monde doit cohabiter sur une voirie et un espace public qui n'est pas forcément adapté ni à l'un ni à l'autre et qui ne donne ni la priorité ni à l'un ni à l'autre. Parce que finalement, en fait, tout le monde est retardé. Les voitures, c'est pas agréable pour elles de circuler en Principauté. Les piétons, ce n'est pas agréable pour eux. Les vélos non plus. Donc en fait, personne n'est satisfait. Parce qu'on essaye de tout faire, tout en même temps et de satisfaire tout le monde. Depuis 10 ans, nous avons entendu bien plus de 1000 fois le mot « étude », mais au final, que trop rarement, le mot « décision ». Comme vous le savez, l'Assemblée n'a pas vocation de faire le travail de l'exécutif, qui dispose d'équipes remarquables, je tiens quand même à le souligner, mais malheureusement, il ne dispose pas de vision claire pour atteindre les objectifs à 2030. Aujourd'hui, il est urgent d'agir, d'avoir un schéma complet directeur avec toutes les actions qui peuvent en découler, que ce soit à court, moyen ou long terme. Alors, chers membres de la presse, oui, je pense qu'il y a vraiment urgence aujourd'hui. Alors que nous allons bientôt entamer l'examen en séance publique du budget rectificatif de l'année 2023, nous observons que le gouvernement a prévu une augmentation dérisoire de 0,04% des dépenses consacrées à la mobilité. Vous imaginez un peu ce que cela représente. C'est hallucinant. Rappelons que notre mandature a placé cette question
à l'écoute de la population au cœur de ses priorités avec un programme réaliste et ambitieux qui ne trouve donc aucun écho dans les réponses du gouvernement. L'UPCV, les policiers de la préservation et de la qualité de vie pour faire la circulation et pour aider à fluidifier la circulation, oui, je dis oui, pour réagir à l'urgence, bien sûr. Nous avons besoin d'une vraie politique de déplacement et d'une vraie stratégie de déplacement en principauté, assumée et ambitieuse, afin qu'on puisse évidemment compter sur nos policiers, mais ne pas compter que sur eux. Un reportage donc sur la mobilité et sur cette question de mobilité comme sur l'ensemble du budget. Je vous propose que l'on se retrouve jeudi à 17h pour la première séance budgétaire. Mais Présidente, pour terminer, je voudrais juste revenir avec vous sur un moment historique qui s'est déroulé dans cette maison, ici même, le 8 septembre dernier. Une belle manifestation et surtout un grand honneur de recevoir la famille princière. C'était un moment historique pour la Haute Assemblée. C'est un moment que nous avons vécu dans une belle harmonie, dans un beau partage, avec des moments exceptionnels avec la famille princière. Vraiment, ce moment restera dans les archives du Conseil national à plusieurs points de vue, et notamment sur un de ces aspects, je tiens à le souligner, l'exposition qui se trouve dans la verrière du Conseil national, qui se tient jusqu'à la fin du mois de décembre 2023. Vous allez découvrir plein de trésors que nous avons cherchés dans les archives du Conseil national depuis 1911. Et vraiment, c'est une exposition exceptionnelle. Tout un chacun peut venir la visiter. Les portes du Conseil national sont ouvertes et bienvenue à tous ceux qui viendront. Pour refermer ce magazine, Madame la Présidente, je vous propose justement que l'on regarde un reportage qui résume cette journée historique du 8 septembre ici au Conseil national. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de m'avoir accordé cet entretien. Je vous propose que l'on se retrouve bien sûr jeudi dès 17h pour la première séance d'examen du budget rectificatif édition 2023. Le prince Albert Ier ressentait l'impérieuse nécessité de donner un socle démocratique à nos institutions, avec la prescience que les temps changeaient et qu'il fallait faire évoluer la monarchie. L'intitulé de nos événements, le prince constituant l'accord des volontés, prend tout son sens après la promulgation de la Constitution de 1962 et la révision de 2002, car le prince Régnier III est allé beaucoup plus loin que votre aïeul en dotant la principauté d'une monarchie constitutionnelle adaptée à son temps et aux nécessités, en plaçant la représentation nationale en véritable ressource de notre régime. Comme l'avait proposé Louis Aurélien, l'accord des volontés est inscrit dans l'article 66 de la Constitution. Le texte va beaucoup plus loin que la charte de 1911. Il s'attache à protéger l'ensemble des libertés et des droits fondamentaux. J'aimerais toutefois conclure par un mot de votre père, Monseigneur le prince Régnier III, lors des célébrations des 7 siècles de règne des Grimaldi. Je me permets de le citer. Le miracle qu'après 700 ans la famille soit toujours là montre qu'il y a une unité entre ma famille et la population. Fin de citation. Nous en sommes tous ici la preuve vivante, tous ici réunis pour un moment historique pour cette belle institution. Le souvenir de mon père demeure présent chez les Monégasques et les résidents, comme j'ai pu le constater avec émotion depuis le lancement des commémorations le 31 mai dernier. Il faut dire que sa passion pour son pays l'a constamment guidé, tout au long de son exercice du pouvoir, à défendre l'intérêt général. C'est ainsi qu'il a su être ingénieux lorsqu'il a fallu prendre une participation majoritaire de l'État dans le capital de la société de Malmer, visionnaire lorsqu'il a engagé l'urbanisation du terre-plein de Fontvieille qui a donné une nouvelle dimension et un nouveau visage à la principauté. Les grandes réalisations du prince Régnier III sont pleines de sagesse et doivent nous inspirer dans la conduite de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Son sens d'adaptation lui a permis de surmonter les défis que la principauté a su relever tout au long de son règne, et ce sans jamais renoncer aux principes et symboles auxquels nous sommes tous fortement attachés.
C'est sur le même chemin que je vous demande à tous de vous engager en rappelant que l'une des clés de voûte de notre Constitution de 1962 est le partage de la fonction législative entre le Prince et le Conseil national, qui implique un dialogue permanent et un travail constructif entre le gouvernement et l'Assemblée. Pour ma part, comme mon père l'a toujours été, je suis et je serai toujours le garant non seulement de l'intérêt général, mais de l'intérêt supérieur de notre pays et de sa population. Une vigie attentive, exigeante et active. Ensemble, nous en ferons l'expérience. Ensemble, nous préserverons notre intérêt vital et nous verrons s'épanouir notre prospérité économique. Mon propos était de m'adresser à vous dans le langage simple et sincère qui vient du cœur, car je crois finalement que l'on gouverne la principauté avec son cœur.